Super, parfait. Donc, merci à tous d'être revenus dans la grande salle où est-ce qu'on va pouvoir continuer nos discussions. J'invite maintenant la personne qui était responsable d'écrire le fruit des réflexions à les partager maintenant dans la discussion instantanée. Toute l'équipe et le Centre Vitam ont hâte de prendre connaissance du fruit de votre réflexion. On aime ça vous entendre, puis c'est une façon facile de le faire. Merci aussi d'avoir participé à l'activité d'intégration. Il est maintenant temps de passer au dernier bloc de la journée, soit la prise de décision partagée du point de vue des professionnels de la santé et des intervenants, intervenantes et de l'organisation. J'invite alors maintenant le chercheur Matthew Menier du Centre Vitam à animer la suite de la rencontre. Donc, Matthew, à toi. Merci beaucoup, Virginie. Puis ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En fait, le but de notre séance aujourd'hui, je vais juste le trouver, les infos, parce que j'ai changé. Ce ne serait pas très long. Dans le fond, dans notre séance, on vise vraiment à relater l'expérience de la prise de décision partagée du point de vue de différents intervenants, par exemple des professionnels de la santé, des personnes dans l'éducation, dans les organisations. Ces derniers partageront leurs expériences par rapport à la prise de décision partagée et il y aura des questions spécifiques qui leur seront posées par moi afin de discuter des défis et des stratégies pour favoriser la pratique de la décision partagée. En fait, aujourd'hui, je suis accompagné par 5 invités d'exception. Je vais vous les présenter s'ils peuvent être avec nous, avec leur écran, leur caméra ouverte. Donc, dans le fond, la première personne, c'est Joanne Blais. Donc, Joanne est médecin de famille et professeure titulaire de clinique. Elle a exercé plusieurs postes de gestion aussi, présidente du Collège québécois des médecins de famille, membre du Conseil d'administration des médecins francophones du Canada, membre du Conseil d'administration de la Fondation Copilote et membre du comité de direction du Centre de développement professionnel continu de la Faculté de médecine. Elle a été directrice du JMFU, l'hôpital Saint-François d'Assise, pendant 4 ans et demi. Elle a été la première médecin de famille à diplômer de la cohorte 2016 de l'effet A, donc qui vise à encourager les femmes dans leur progression au sein des entreprises et de leur communauté. Puis, elle enseigne toujours aux résidents de médecine familiale tout en assurant un suivi de sa propre clientèle. Donc, bienvenue, Joanne. La prochaine personne est Julie Fortin, notre invitée Julie Fortin, qui est médecin de famille et médecin enseignante au GMFU de Rimouski. Elle est également professeure adjointe de clinique au département de médecine familiale et médecine d'urgence de l'Université Laval et directrice des externats longitudinaux intégrés au programme de doctorat en médecine de l'Université Laval. Donc, bienvenue, Julie. La troisième invitée, c'est Marie-Ève Poitras. Donc, la professeure Poitras est infirmière et chercheure au CIUS de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle est titulaire de la chaire de recherche CRMUS, j'espère que je prononce cet acronyme correctement, sur les pratiques professionnelles optimales en soins primaires. Sur le plan clinique, les différents projets qu'elle mène permettront une meilleure compréhension des enjeux liés à la continuité des soins, une amélioration des compétences professionnelles œuvrant en première ligne, ainsi qu'un meilleur accompagnement des patients et des équipes interprofessionnelles dans les processus de prise de décision partagée. Elle dirige également des projets visant une meilleure documentation des effets sur les patients atteints de maladies chroniques en soins primaires. Puis, elle favorise des approches partenariales et la création de projets qui font sens pour les équipes cliniques et patients. Donc, bienvenue, Marie-Ève. Notre quatrième invitée est Laurence Guillaumy. Donc, Laurence est professeure à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval et détentrice d'un PhD en sciences de l'éducation et santé communautaire. Elle initie notamment les infirmières à l'entretien motivationnel et à la prise de décision partagée. Donc, elle joue un rôle très important au niveau de l'enseignement de nos futurs soignants. Face aux défis de changement climatique, elle a réorienté ses projets de recherche sur la promotion de l'alimentation durable dans les pratiques cliniques et auprès des décideurs municipaux et régionaux. Donc, bienvenue, Laurence. Et notre dernière invitée est Perrine Garde-Granger. Donc, le docteur Perrine Garde-Granger est pathologiste franco-canadienne,
professeure agrégée de l'Université de Sherbrooke à Québec. Elle a effectué en France sa formation prédoctorale et postdoctorale en médecine et ses fellows en pathologie, donc elle est spécialiste en pathologie. Elle a complété sa formation universitaire par un master de pharmacologie. Et après plusieurs années d'exercice en France puis en Suisse, la docteure Gaude Granger a rejoint en 2012 le département de pathologie du Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke, puis où elle contribue à des projets de recherche clinique et fondamentale en pédagogie de sciences de la santé. Donc, bienvenue à vous 5 de joindre à nous. Dans le fond, notre séance va se diviser un peu en 3 blocs. On va pouvoir avoir une belle discussion. Dans le premier bloc, qui va être assez court, dans le fond, je vais vous demander très simplement de nous expliquer un peu quelle est votre relation avec la prise de décision partagée, quelle est votre expérience avec cette pratique, puis pourquoi vous pensez que c'est important. Donc, vous allez avoir à peu près comme 2 minutes à chaque personne pour expliquer un peu votre relation puis votre expérience en prise de décision partagée. Puis, j'aimerais commencer par Joanne. Alors, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous et je remercie le comité organisateur d'avoir pensé à moi. Alors, vous comprendrez que vous allez vite comprendre mon intérêt en prise de décision partagée. Je vais juste simplement vous dire que je travaille avec Dr. France Légaré depuis 25 ans. Donc, le fait de travailler avec Dr. Légaré, d'emblée, on ne peut pas passer à côté de la décision partagée. Alors, j'ai baigné là-dedans assez tôt et je l'en remercie parce que je pense que ça fait de moi, j'ose espérer, une meilleure docteure, du moins en termes de mieux comprendre les besoins des patients. Et je ne veux pas prendre trop de temps non plus, simplement pour mentionner que pour moi, la décision partagée, c'est très important parce que je pense que de prendre le temps d'écouter les valeurs, les croyances des patients, c'est important. Ça nous aide à prendre justement une décision éclairée avec le patient, même si parfois, puis je sais qu'on va en parler, il peut y avoir certaines barrières ou certaines difficultés, mais je pense qu'il en demeure pour moi que ce qui en ressort, c'est effectivement très positif. Alors, merci France. Excellent, merci. Je vais maintenant inviter Julie Fortin à partager un peu ses expériences avec la prise de décision partagée. Bonjour, moi je suis médecin de famille, donc depuis déjà 29 ans et effectivement dès mes premières années, moi aussi j'ai été, Dr. Légaré nous a fait partager ces outils de prise de décision partagée. Je me souviens très bien des premiers là, en lien avec les otites, les pneumonies, sinusites, donc, c'est un long parcours où j'ai mis en place avec mes patients la prise de décision partagée. Pour moi, c'est super important. La prise de décision partagée, elle va permettre souvent d'amener plus de confiance dans la relation là, avec le patient, une meilleure compliance aussi, parce que dans le fond, comme c'est une décision que le patient va prendre après réflexion, bien, il va être plus adhérent, il va s'engager davantage. Donc, ça, pour moi, c'est super important. Fait que je pense que je le pratique au quotidien avec mes patients. Puis bon, bien sûr, je fais de l'enseignement, donc de l'enseigner sur le terrain aux futurs médecins, aux externes, aux résidents. Souvent, ils nous regardent aller, puis d'apprendre que finalement, ça se fait à deux, là, la prise de décision partagée entre le médecin. Donc, voilà, je pense que c'est mon expérience sur le terrain. Là. Merci beaucoup, Julie. Là, je vais inviter Marie-Ève de parler de ses expériences. Oui, merci beaucoup, Mathieu. Sans répéter ce qui a été dit précédemment par mes collègues, je vais mettre mon chapeau de clinicienne, puis après, je vais mettre mon chapeau de chercheur. Mais au niveau clinique, en fait, pour moi, l'approche de décision partagée, ça a permis de renforcer mon sentiment de compétence comme professionnel. Compétence à vulgariser les évidences scientifiques aux patients, compétence à présenter les options, puis en étant honnête sur les bénéfices et les risques de chaque option. L'approche de décision partagée, ça permet aussi de nous donner un espace comme clinicien pour délibérer avec le patient sur voici ce qui s'offre à vous, voici les options, qu'est-ce qui marche pas. Donc, ça permet de structurer l'échange puis de soutenir le patient dans sa prise de décision. Puis en bout de ligne, ça améliore la capacité d'autogestion du patient parce qu'il a pris une décision qui est centrée sur ses besoins. Moi, je suis infirmière, j'œuvre en maladie chronique ou en soins courants, puis quand on remarque, quand on utilise l'approche de prise de décision partagée, exemple dans le cas d'un suivi en maladie chronique, mais le patient, il y a plein d'options, il y a plein de changements à faire dans son quotidien. Mais cette approche-là permet de structurer puis de diminuer le fardeau lié aussi à la décision pour le patient. D'un point de vue de recherche, je trouve que cette approche-là est vraiment
Ce n'est pas un buzzword, c'est vraiment un plan, c'est transdisciplinaire, c'est collaboratif et c'est vraiment une approche qui doit être intégrée dans tous les projets qui font du sens pour les patients, mais aussi, on travaille en soins primaires majoritairement, puis l'approche de décision partagée, mais c'est l'approche à prendre lorsqu'on veut améliorer l'engagement des patients dans leurs soins. Donc, pour moi, c'est les deux choses. Puis, le vivre en clinique me permet d'observer le plus-value, mais de le vivre. On parlait de barrières de facilitant beaucoup ce matin à la prise de décision. Bien, en clinique, on les vit, ces barrières et ces facilitants-là. Puis, en recherche, bien, on peut aller les travailler, puis soutenir les professionnels ou les patients à utiliser cette approche-là, mais aussi afin qu'elle soit pérenne, parce que c'est bien beau de l'implanter, mais il faut faire en sorte que professionnel après professionnel, bien, on soit capable de l'utiliser puis que ça reste dans les milieux cliniques. Donc, c'est l'essence même de mon expérience. Merci beaucoup, Marie-Ève. J'inviterai maintenant Laurence de parler de ses expériences avec la prison partagée. Vas-y, Laurence. Mais en fait, moi, j'aimerais vraiment faire du pouce à ce qui vient de dire par Marie-Ève Poitras, parce que c'est totalement en accord, ou ça reflète extrêmement bien ce que vivent les infirmières que je forme à l'entretien motivationnel, puis la prise de décision partagée. Puis je précise que je les enseigne aussi à l'entretien motivationnel pour soutenir aussi leur développement d'habiletés de communication, puis les renforcer. Mais en ce qui concerne la prise de décision partagée, ce que les infirmières rapportent, c'est que quand il y a énormément d'options, ben, cognitivement, c'est difficile pour gérer les avantages et inconvénients de chacune des options. Donc, pour le patient, c'est difficile, mais pour l'infirmière elle-même, c'est difficile. Donc, quelque part, une fois qu'elles sont exposées à des outils d'aide à la décision, elles découvrent à quel point c'est facile d'être à jour, c'est facile de présenter de façon complète l'information, c'est facile d'échanger avec la personne sur les différentes options, explorer ses préférences. Donc, moi, ce que je pourrais en tout cas dire de mon expérience, c'est qu'une fois qu'elles sont formées à la prise de décision partagée, elles sont motivées et enthousiastes à l'utiliser. On est tous les deux à la retraite. Excellent, merci. J'entends qu'il y a comme un petit bruit. On peut juste vérifier les micros, s'il vous plaît. Puis, si tout va bien, bien, on va passer à notre dernière invitée, qui est Perrine Garde-Granger. Oui, bonjour. Donc, moi, ma spécialité, étonnamment, elle ne me met pas directement en contact avec les patients parce que je suis pathologiste, mais j'ai été très marquée dans ma formation et j'ai eu très tôt une sensibilité éthique très forte et qui aujourd'hui va s'exprimer plus dans le fait que je suis très engagée. Je suis responsable du programme d'éthique de l'an 1 et de l'an 3 à la faculté de médecine. Puis, on va former nos étudiants de médecine, justement, à la prise de décision partagée. C'est vraiment là-dedans que je suis impliquée en t'appuyant sur les valeurs d'autonomie de la personne, en fait. Et j'ai aussi maintenant un rôle en étant présidente du comité d'éthique clinique et organisationnelle dans ma grappe, le CIUS de l'Estrichus. Cette fois-ci, on est plus en train d'accompagner les équipes cliniques quand ils sont face à un enjeu éthique qui peut se passer dans une relation avec un patient, en fait. Donc, c'est plus sur le versant éthique que je suis vraiment impliquée dans la prise de décision partagée. Excellent, mais merci beaucoup. Donc, on va passer un peu aux deuxième partie de cette présentation, qui est un peu comme des mini-discussions de groupe. Et donc, dans le fond, j'ai invité à Joanne et Julie à participer à comme une première discussion. Puis, dans le fond, on s'intéresse ici dans ces discussions-là un peu de parler un peu des situations cliniques dans lesquelles on peut pratiquer la prise de décision partagée. À quel moment dans nos soins c'est important, pertinent de pouvoir faire cette pratique-là. Puis parler aussi un peu des défis que vous rencontrez. Puis vous étant tous les deux médecins de famille, un peu parler un peu avec ces lunettes disciplinaires. Chez les médecins de famille, quels sont les défis? Dans quel contexte vous pratiquez les soins, la prise en partagée? Donc, est-ce que je vais vous laisser décider entre vous lequel des deux veut briser la glace? C'est possible. Joanne? Moi, je vais laisser la parole à Julie parce que je trouve qu'elle fait une super bonne job en décision partagée. Merci, Joanne, c'est très gentil. Je pense qu'on va s'alterner au fur et à mesure et on va se compléter. Bien, écoutez, je pense que la prise de décision partagée, on l'utilise dans plusieurs situations. On nous avait demandé peut-être de cibler une ou deux situations, là, vu le temps qui était restreint. Puis, je pense qu'une situation où moi, je l'utilise, c'est sûr que j'ai une clientèle très âgée, hein, qui a vieilli avec moi, bien sûr. Et on voit souvent apparaître là, le début des troubles de mémoire où les gens se questionnent là, par rapport à leur mémoire, tout ça. Puis, ben,
j'aime bien utiliser la prise de décision partagée à ce moment-là à l'aide d'outils. Entre autres, il y en a un outil là, qui est sur la personne âgée avec les troubles cognitifs légers, où on permet, dans le fond, à ce patient-là de regarder qu'est-ce qu'il peut faire dans son quotidien pour, qu'est-ce que ça implique? On décèle là, un début de trouble de mémoire, c'est quoi les causes et tout ça, mais aussi qu'est-ce que la personne peut faire pour essayer de stabiliser, de maintenir sa mémoire. Donc, ça, c'est un des outils là, que j'utilise beaucoup régulièrement avec clientèle. Puis, je le fais en collaboration avec mon infirmière clinicienne qui souvent va avoir fait les tests là, de dépistage. Moi, je vais rencontrer le patient, je vais présenter l'outil et souvent, il va y avoir un suivi aussi avec l'infirmière pour revenir sur l'outil, revenir avec le patient, qu'est-ce qu'il a pris comme décision, comment il a trouvé ça, tout ça. Donc, ça, c'est un des outils que moi, j'utilise. Peut-être on peut aller avec ta situation, Joanne, puis après, on arrivera sur les défis, puis peut-être nos stratégies. Est-ce que ça va comme ça? Tout à fait. Moi, j'ai longuement hésité parce qu'effectivement, un peu comme Julie, j'ai une clientèle de personnes quand même assez âgées, puis j'ai aussi une clientèle, je fais beaucoup de santé de la femme. Donc, j'hésitais, mais finalement, j'aurais eu envie de vous parler plus des problèmes de santé mentale, mais je trouve que Luc en a vraiment très bien parlé. Donc, je vais opter plus pour vous mentionner au niveau des maladies chroniques. J'utilise beaucoup la décision partagée en maladie chronique, simplement parce que, comme vous le savez, c'est des pathologies qui demandent souvent de commencer des médicaments ou d'ajouter des nouveaux médicaments, de discuter des effets secondaires. Donc, ça demande une bonne discussion si on veut avoir une compliance. Je ne suis pas certaine que le mot compliance est français, là, mais bref, vous m'excuserez, mais d'avoir une certaine compliance au niveau des patients. Donc, je trouve que le fait aussi, comme Julie le mentionnait, de travailler en équipe multidisciplinaire, c'est très intéressant. Puis, on a évidemment du travail à faire pour former nos équipes aussi dans ce processus-là de décision partagée. Mais j'ai la chance d'avoir des cliniciennes qui me supportent beaucoup là-dedans, puis qui fait que lorsque je discute avec le patient, puis qui n'est peut-être pas prêt à prendre, je donne l'exemple, une deuxième médication pour l'hypertension, mais ce n'est pas grave qu'il ne le fasse pas tout de suite. Je vais m'organiser pour qu'il ait le temps d'y penser et qu'il en parle avec mon infirmière clinicienne ou qu'il m'en reparle à une autre rencontre. Donc, à ce niveau-là, je trouve que je trouve que c'est des beaux exemples où la décision partagée est vraiment très, très facilitante. Merci. Puis, Julie, les défis, selon vous? C'est ça, les défis que je trouve en médecine de famille, c'est sûr que nos clientèles, on a des demandes diversifiées, des plaintes, des patients aussi. Donc, c'est d'avoir le bon outil au bon moment. Donc, des fois, on le sait pourquoi on revoit le patient. Donc, c'est facile d'avoir l'outil facilement disponible avec nous. Mais il y a beaucoup d'outils de prise de décision partagée. Il y a beaucoup de connaissances à avoir, des chiffres. Hein. Souvent, on va dire il y a tant de patients, tout ça. Donc, ça, pour moi, c'est un défi important, d'avoir le bon outil au bon moment avec le patient. C'est pas simple de tout avoir ces outils-là à portée de main et de les retrouver tous. Là. Donc, ça, c'est un des défis. Oui, et pour faire du pouce, Julie, sur ce que tu amènes, je ne me souviens pas qui de nos partenaires ce matin, comme les 4 autres personnes qui sont avec nous, là, mais simplement mentionner que je pense qu'il y a quelque chose qu'on hésite peut-être à dire, puis je vais me permettre de le dire, c'est que ce n'est pas nécessairement pour autant facile de faire de la décision partagée parce que dans notre formation, c'est pas ça qu'on nous apprend. On nous apprend à prendre des décisions, parfois très rapidement, parfois moins rapidement, mais on est formé pour prendre des décisions. Donc, ça peut nous mettre dans des situations où on est vraiment inconfortable. Et je pense qu'il faut établir, et ça s'établit mutuellement. Je crois que c'est Diane qui en parlait tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans l'avant-midi, où il faut apprendre à se faire confiance mutuellement, et le patient, et mon patient et moi, parce que parfois, le patient va prendre des décisions qui, moi, vont me mettre un petit peu moins confortable parce que je vais me dire, j'ai la chienne que ça se passe pas bien, par exemple. Ou crime que j'ai peur de le retrouver en pire état, ce qui ne veut pas nécessairement dire que j'ai raison, là, on s'entend. Mais je pense qu'une des difficultés, c'est vraiment d'en arriver à être capable d'être confortable des deux côtés. Et puis, pour le médecin, avec un petit point d'humour, je dirais que parfois, il faut un petit peu apprendre à lâcher prise, qui n'est pas nécessairement facile pour les médecins.
Tout à fait, mais ça, en tout cas, c'est des excellents points. Puis on voit qu'il y a encore des défis qui sont quand même majeurs. Des fois, de trouver le bon outil, c'est excellent. Puis je pense que nos prochains invités vont pouvoir aussi renchérir un peu sur certaines choses. Marie-Ève, toi, tu as un rôle tellement important dans la gestion de maladies chroniques aussi dans ta pratique. Peut-être j'inviterai maintenant Marie-Ève et Laurence d'avoir une discussion avec moi, à apporter une perspective des infirmiers et infirmières qui doivent pratiquer la prévision partagée. Donc, dans quel contexte on va faire la prévision partagée avec des patients? Donc, et puis, quels sont les défis selon vous? Je ne sais pas, Marie-Ève, si tu veux y aller en premier? Vas-y, Marie-Ève. Je vais me lancer. En fait, selon moi, la décision partagée, elle est partout. Puis, elle doit faire partie intégrante de la pratique des infirmiers et des infirmières. Puis, je m'exprime. Puis, je pense que dans un contexte hospitalier ou en soins primaires, c'est aussi important, mais souvent, on sous-estime ou on surestime le consentement du patient par rapport à ses propres soins. Donc, par exemple, ce n'est pas parce qu'un patient est hospitalisé qu'il accepte tous les soins qu'on lui offre. Donc, mais les infirmières, bien, on a notre liste d'activités, de tâches, on a les choses à faire dans la journée, puis on peut prendre facilement pour acquis que le patient est d'accord avec la prise de médication, les investigations, les tests qu'on lui fait passer, tout ça, les examens, mais pourtant, il faut réitérer ces investigations-là ou ces examens-là. Il faut expliquer aux patients, il faut qu'ils comprennent le pourquoi on fait ce qu'on fait dans un contexte hospitalier. Dans un contexte de soins primaires, la même chose. Puis, il ne faut pas prendre pour acquis que le patient il est avec nous en bureau, en clinique, puis qu'il est d'accord d'emblée avec les options qu'on va lui présenter. Donc, ce n'est pas un consentement absolu, la présence du patient dans le bureau. Donc, pour moi, ça, c'est pour ça que la prise de décision en pratique infirmière, elle est partout. Puis, Dr. Blais l'a bien dit, c'est très complémentaire le rôle du médecin, le rôle de l'infirmière, entre autres au niveau des maladies chroniques. Pourquoi? Bien, c'est un rôle qui est complémentaire en termes de suivi, mais l'infirmière peut jouer aussi, elle peut être très présente au niveau de la validation du confort de la décision. Lorsqu'un patient, par exemple, a commencé une molécule en cabinet avec le médecin, bien, lorsqu'après ça, l'infirmière le revoit, mais elle peut valider si le patient est toujours confortable avec ce choix-là. Mais encore, elle peut aller évaluer si à certaines étapes de la prise de décision, le patient, est-ce qu'il a manqué d'informations? Est-ce qu'il a manqué de soutien? Est-ce qu'il y a des croyances ou des valeurs qui peuvent interférer avec son confort lié à sa décision? Donc, l'infirmière est vraiment là aussi pour réévaluer si cette décision-là est correcte. Puis, elle peut réorienter le patient vers le médecin au besoin, mais elle peut aussi complémenter l'information au besoin pour aller retravailler avec le patient à ce niveau-là. Mais il y a aussi des points de décision ou des options pour lesquelles, avec son champ de pratique, l'infirmière est tout à fait légitimée d'exercer son rôle de soutien à la décision. Puis elle peut avoir un très bon rôle au niveau du coaching décisionnel, donc de représenter les options au patient et s'assurer qu'il les comprend bien et qu'il a eu accès à toutes les sources de données possibles, tant du côté de la science, des intervenants, de son réseau de soutien. Puis là, l'infirmière, après ça, peut aller faire comme le wrap-up du processus de prise de décision, puis émettre des interventions en fonction de ça. Quelque chose qui est primordial pour moi dans la notion de la pratique des infirmières, puis peut-être qu'on ne fait pas assez, c'est de nommer quels sont les points de décision. Donc, de nommer aux patients. En ce moment, on a une décision à prendre par rapport, mettons, au changement en gestion des maladies chroniques, bien, on a des choix. Soit on augmente, on modifie les molécules, soit on fait des changements d'habitude de vie et ils peuvent être de tel ordre. Et on a tendance à ne pas nommer les points de décision. Donc, le patient, souvent, il peut sortir du bureau puis il ne se rend pas trop compte qu'il a pris des décisions importantes qui vont avoir un effet sur sa vie. Puis, en maladie chronique, c'est encore plus important parce que le patient, il y a un fardeau lié aux décisions qui est supérieur à la moyenne des patients qu'on voit. Donc, au quotidien, il y a plusieurs décisions de santé à prendre, ce patient-là. Et notre rôle, c'est d'essayer de soutenir ce patient dans toutes les décisions multiples qu'il doit prendre, puis de balancer le fardeau lié associé aux options qu'il va choisir. Donc, Marie-Ève, on va laisser Laurence. Je me suis emballée. Oui. Qu'est-ce que tu avais à ajouter? Vas-y, Laurence. Non, mais je reviendrai, ben oui, dès qu'il y a une décision à prendre et qu'il y a des options, de toute façon, il y a la prise de décision partagée, c'est une approche exceptionnelle. Puis, ça peut s'utiliser autant dans des cas qui peuvent sembler plus anodins. Je ne sais pas si le terme est adéquat, mais je pense par exemple à l'allaitement. Moi, les infirmières me disent que c'est un sujet qui est sensible émotionnellement, qu'il y a énormément de stigmatisation. Donc, elles voient que dans
pour accompagner la prise de décision ou la réflexion autour du choix ou non d'allaiter, c'est une approche qui est extrêmement utile. La même chose pour la contraception. On a l'impression que le choix d'une contraception pour une femme, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement facile. Et puis, mais finalement, ça requiert des outils de la décision. Puis, donc, vraiment, les infirmières ont des besoins d'être accompagnées vraiment justement d'avoir les outils adéquats. Donc, ça fait du pouce aussi avec ce qui a été dit précédemment sur l'importance d'avoir l'outil adéquat au bon moment. Et puis, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, lorsqu'elles sont formées, les infirmières, elles sont ravies d'avoir des outils. Et puis, elles voient très, très bien que l'accompagnement, les explications, la présentation des informations, des avantages et inconvénients, que c'est tellement facilité avec l'outil. Donc, vraiment, la mise à disposition d'outils adéquats au bon moment, ça, c'est vraiment un enjeu très important. Et puis aussi, ce que les infirmières nous rapportent, c'est que la prise de décision partagée peut être utilisée dans des situations de soins critiques, et que ça aussi, un autre élément qui est à prendre en compte. Il y a des décisions qui ont énormément d'enjeux, puis de pouvoir présenter, je pensais notamment là aux soins intensifs néonataux, j'avais des infirmières avec qui on avait réfléchi sur ce sujet-là, et puis que de pouvoir présenter les différentes options aux parents, où il y a une telle charge émotionnelle que c'était vraiment un énorme atout. Donc bref, toutes les situations où il y a une prise de décision, c'est très important. Puis concernant les défis, moi, ce qu'elles me disaient, les infirmières, c'était le temps dédié pour l'identification d'outils, la traduction, la recherche, la traduction d'outils, voire l'élaboration d'outils s'il n'y en a pas déjà. Donc ça, c'est un gros défi pour elles, ou sinon d'adapter des outils à leur propre milieu de pratique ou à leur clientèle. Ça, c'est vraiment une préoccupation, puisque comme elles sont motivées, pour vraiment le passage à l'action, puis que ça s'inclut dans la pratique, une des barrières, c'est vraiment d'avoir des outils, puis elles rencontrent des défis pour avoir le temps, les conditions pour rechercher ces outils, les traduire, les adapter à leur clientèle, et parfois faire les revues de la littérature pour les développer. Donc tout ça, il y a besoin d'un soutien, puis finalement qui va venir avec une culture organisationnelle, où ça sera intégré pour la pratique infirmière. L'autre chose aussi que j'ai constaté, un gros défi, c'est l'évaluation continue de l'expérience des personnes soignées. C'est-à-dire que oui, on utilise ce type d'outils, mais c'est pas ce que j'ai pu constater, moi, en formant les infirmières aussi à ces aspects-là, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation continue de l'expérience des personnes soignées dans leur service. Donc, ils ne savent absolument pas ce qu'ils vivent et puis comment est-ce qu'ils ont vécu le choix de traitement, comment ils ont vécu les décisions. Donc, ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'il faut, c'est vraiment une priorité qu'en même temps qu'on inclut la prise de décision partagée, qu'on améliore l'accompagnement, la présentation des différentes données probantes, puis dans l'accompagnement dans les décisions, il faut aussi que d'un autre côté, il y ait des procédures simples, mais continues, pour avoir une idée de que vivent les patients de leur côté, parce que très souvent, les cliniciens ne sont pas nécessairement n'ont pas nécessairement une vue juste de ce qui est vraiment vécu par les patients ou les familles. Puis un dernier point, c'est vraiment les préparer aux comportements dérangeants et aux situations dérangeantes. Ça a été mentionné tout à l'heure, mais effectivement, nous, dans la formation, on essaye d'anticiper, de les préparer à anticiper toutes sortes de situations qui peuvent être perçues comme dérangeantes par le clinicien, et puis pour qu'il explore c'est les différentes options, finalement, les différentes façons d'y réagir et puis d'accompagner au mieux pour optimiser l'expérience des patients, toujours en ayant ça comme objectif principal. C'était mes idées, mes réflexions. Merci Laurence, puis merci Marie-Ève de partager ces points. C'est vraiment très enrichissant, puis vous soulevez tellement des très bons points. On va passer tout de suite à la dernière discussion, mini-discussion. Dans le fond, Perrine, on est un peu juste nous deux. Là. Dans le fond, on n'a pas d'autres spécialistes autour de la table avec nous. Mais dans le fond, puis vous aussi, vous portez plusieurs chapeaux en même temps. Donc, un peu de votre point de vue, la pertinence de la prise partagée, dans quel contexte, puis les défis chez vos collègues, des défis que vous voyez aussi, peut-être apporter un peu la lunette aussi de quelqu'un qui a une expertise en éthique. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que pour les médecins spécialistes, tous les défis qui ont été cités précédemment s'appliquent aussi, ceux qui ont été notamment en médecine de famille, c'est tout à fait les mêmes enjeux qu'on retrouve. Un des éléments qui peut être très différent, c'est qu'un médecin de famille va peut-être mieux connaître sur le long terme son patient qu'un spécialiste qui le voit pour la première fois. Ce sera plus difficile de l'accompagner dans des décisions qui reflètent bien ses valeurs de vie, c'est tout son projet de vie. Il n'a pas tout le contexte, il ne connaît pas toute la famille, peut-être comme peut avoir plus la chance d'avoir le médecin de famille s'il le suit au long terme. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Puis c'est encore peut-être plus vrai aujourd'hui. On est dans une médecine où il y a la place de l'enjeu organisationnel, économique, de la gestion des délais, où on peut emmener un patient être opéré dans un autre milieu que son hôpital de départ. Puis, donc l'enjeu de cette médecine en silo ou de délocaliser un peu qui fait que
le patient peut se retrouver avec des acteurs différents, multiples. Donc, la perception, c'est un gros changement quand même de passer de la médecine paternaliste à la médecine où on est partenaire, le médecin et le patient sont au même niveau. Puis ça ne se fait pas comme ça instantanément. On a des générations de médecins qui ont appris la médecine sous un modèle paternaliste, puis ça se transmet comme ça, comme un modèle. Et c'est long avant de casser ça. Et les nouvelles générations qui arrivent là à la faculté de médecine, les jeunes sont vraiment ultra convaincus de l'autonomie. Il n'y a aucune difficulté de leur parler de ça. C'est quelque chose qui est très spontané pour eux, mais ça peut être plus difficile pour quelqu'un qui a vécu autrement et qui l'a appris autrement, en fait. Donc, ça rejoint beaucoup ce qu'on fait, nous, en éthique, de former. Je pense l'importance des équipes multidisciplinaires, c'est d'impliquer l'infirmière, le travailleur social. C'est ça qui va vraiment donner de la richesse, justement, quand les gens ont peu de temps. Il y a beaucoup de gens qui l'ont dit dans le chat aussi. On a vu des personnes qui le disent, mais quand on a un quart d'heure avec son médecin, c'est très difficile d'arriver à faire une discussion élaborée. C'est vrai. Puis le fait de mettre beaucoup d'acteurs, d'impliquer les infirmières, les travailleurs sociaux, puis de se donner du temps, ça aide beaucoup. Ça, on le voit beaucoup en éthique. Donc, on a parlé de conflits décisionnels. Normalement, dans un conflit décisionnel, ça fait plus refléter un conflit de la difficulté à choisir pour soi. Mais dans certains cas, le conflit décisionnel peut devenir aussi un conflit éthique. Quand il y a un enjeu majeur, ça vient heurter une de ses valeurs, puis on fait un choix. Ça se passe beaucoup, par exemple, dans les refus de soins, où il peut y avoir un conflit dans les familles. Une personne fait un refus d'un soin, puis les familles ne sont pas d'accord, ou les équipes soignantes aussi. Donc, c'est là que vont entrer beaucoup d'enjeux éthiques. Et nous, on a parlé beaucoup avec les fiches, les outils, tout un travail qui est plus cognitif. On parle on donne beaucoup de connaissances scientifiques, mais il y a aussi un enjeu d'accompagner le patient dans tout ce qu'il vit au niveau affectif, c'est-à-dire les émotions. En général, il y a beaucoup de perceptions, puis il peut y avoir des idées fausses, aussi des craintes, des peurs qui sont des fois basées sur quelque chose de réel, mais d'autres fois qui peuvent être déconstruites en accompagnant le patient. C'est ce qu'on fait beaucoup en éthique. Et le travail sur les valeurs morales. Donc, les valeurs morales, c'est de guider les patients justement sur c'est leur projet de vie. Ça peut être la spiritualité au sens large. C'est vraiment de les aider, dans le fond, à voir clair dans une situation où, quand on est dans un refus de soins, par exemple, une situation de fin de vie critique, de vraiment aider les gens à cheminer parce qu'ils peuvent prendre une décision qui est sur le coup de l'émotion ou de l'angoisse, qui ne serait pas tout à fait le reflet de leur véritable choix s'ils étaient dans un moment plus propice. Donc, de beaucoup les accompagner. Et l'éthique préventive, ça va être un atout très important, c'est de réfléchir avant avec les patients. C'est le cas, par exemple, pour les césariennes. Il y a des patientes qui ont très peur de la césarienne. C'est de discuter très tôt de ça avec elles dans la grossesse, ce qui fait qu'elles vont pouvoir cheminer puis savoir quelles décisions elles vont prendre si à un moment donné, on leur demande ça. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait en éthique, c'est de former les étudiants à bien accompagner les patients dans tous ces trois volets, là, à la fois cognitif, de partager la connaissance scientifique, et puis en utilisant un vocabulaire qui est compréhensible. On a parlé beaucoup de littératie tout à l'heure. Il faut parler pour que le patient comprenne. Ça ne sert à rien de donner des mots scientifiques s'ils ne sont pas perçus par le patient. Puis accompagner le patient dans ses émotions, l'accueillir, l'empathie. La qualité de la relation va être un élément clé. Et l'accompagner pour y voir clair dans le travail moral, en fait, sur quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui va l'aider à faire son choix, en fait, c'est ça. Merci beaucoup, Perrine. Dans le fond, dans l'ensemble, vous avez soulevé beaucoup d'enjeux. On peut dire qu'il y a quand même beaucoup de défis. Mais là, on va parler de solutions. Comment vous réussissez à surmonter certains obstacles et comment vous réussissez à pratiquer la prise en partagé dans vos pratiques, comment on réussit à le faire dans l'enseignement, comment bien l'enseigner, la prise en partagé. On va parler de l'enseignement, des différents types de formations qui sont disponibles. Dans le fond, ici, cette partie-là de la discussion, c'est vraiment une discussion en grand groupe. Donc, je vous invite maintenant dans le fond, on fera ça vraiment spontanément. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite vraiment briser la glace pour dire quelles sont pour vous les stratégies qui existent pour favoriser la prise en partagé dans les soins et dans l'enseignement et autres? Vas-y, Joanne. Écoute, je veux pas lancer un pavé dans la mare, mais j'ai comme
je me suis comme fait une réflexion que je me permets de partager à tout le monde. Et je comprendrais très bien que les gens, personne ne soit d'accord avec moi, puis c'est correct aussi. C'est vraiment le fait que je me dis, pour moi, c'est vraiment une question à la limite de société. Moi, je vois beaucoup l'idée dans mon monde de licorne. Je verrais beaucoup, par exemple, faire non seulement, oui, de la formation, bien sûr, des patients, c'est certain, on a besoin d'en faire. Puis, je pense qu'il faut aussi respecter qu'il y a des patients qui ne seront pas prêts à s'engager dans ce processus-là parce que ça ne leur convient pas, parce que, pour toutes sortes de bonnes raisons, je pense que ça, c'est tout à fait adéquat. Aussi au niveau des étudiants en médecine, bien sûr, au niveau des médecins et au niveau de tous les autres professionnels impliqués de près ou de loin avec les patients. Mais moi, je montrais encore quelques coches un peu plus, c'est que je trouve qu'on aurait énormément de formations à faire auprès de tous les gens qui parfois nous mettent des bâtons dans les roues. Puis je vous donne un exemple et je vais m'arrêter après ça. Je pense entre autres quand j'ai des patients qui ont des problèmes de santé mentale et que je ne veux pas nécessairement commencer une médication tout de suite parce que je crois que ce patient-là bénéficierait beaucoup plus d'avoir un accès en psychothérapie, pour dire quelque chose, et que la compagnie d'assurance va me dire je ne le rembourse pas si tu ne lui donnes pas de pilule. Ça, c'est des choses qu'on vit à la journée longue. Et ça fait que je verrais de la formation beaucoup plus haut et même au niveau de nos leaders politiques. Parce que je pense que si, au niveau de nos chefs d'État, les gens comprenaient l'importance de se préoccuper de la santé, de la prévention, bien, à ce moment-là, on aurait probablement un accès beaucoup plus facile. Je reviens toujours à mon exemple de santé mentale, mais tous ceux qui sont présents ici pour amener des milliers d'exemples dans d'autres domaines ou d'autres problèmes de santé, mais c'est sûr que ça ferait une différence si les gens ça comprenait aussi en haut, tout autant qu'en bas, alors qu'à un moment donné, on sent que la communication ne monte pas vraiment. Puis je pense qu'on tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas cette... Vous allez me dire que c'est un rêve, je sais, là, mais puis il y a des gens qui me connaissent très bien, qui sont à l'écoute, qui vont dire on la reconnaît, mais je trouve quand même important de mentionner qu'il n'y a pas juste les patients, les docteurs, les infirmières qui ont un rôle à jouer là-dedans. Il y a beaucoup d'autres mondes aussi qui devraient savoir ça veut dire quoi la prise de décision partagée. Voilà. Ah ben, c'est super intéressant. Puis, en fond, nous autres, on a tendance à centrer nos recherches et autres vraiment sur les cliniciens ou les patients. Puis là, on pense à maintenant d'autres acteurs qui ont besoin d'approprier un peu ces concepts-là. Vous pouvez lever la main si vous voulez réagir soit à ce que Joanne avait dit ou amener un autre point. Donc, qui est la prochaine à parler? Vas-y, Marie-Ève. Puis ensuite, Perrine. Premièrement, il y a beaucoup d'éléments que j'avais réfléchi que Dr. Blais a mentionné. Donc, je suis d'accord avec ce qui est été nommé, puis je ferai du pouce sur 2 points. La première chose, c'est oui, il faut intégrer, je pense, davantage dans les curriculums des professionnels de la santé et des services sociaux l'approche de prise de décision partagée. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut que ce coaching-là continue dans les milieux cliniques. Pourquoi? Parce que ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on ne pratique pas, en dedans de 5 ans, les connaissances qu'on a acquises dans notre curriculum, bien, on les perd, ces connaissances-là. Donc, c'est sûr que les novices qui commencent en milieu clinique, il faut les coacher. Puis il faut donner une intensité de coaching en milieu clinique qui va leur permettre de s'approprier cette compétence-là puis qu'elle devienne tacite, que ça se fasse naturellement. Donc, il faut avoir des champions dans les milieux cliniques qui deviennent des porteurs de ballons de la prise de décision partagée puis qui en font un mandat, qui vont coacher naturellement les gens en milieu clinique. Pourquoi? Parce qu'il y a un roulement de personnel, puis on va toujours avoir des experts, des juniors, des seniors. Certains vont avoir été formés dans le curriculum, certains ont une approche plus paternaliste, fait qu'il faut offrir une variabilité de soutien pour que la prise de décision partagée soit incluse. Puis, je retaperai un petit peu là, la balle, le clou sur la reconnaissance du pouvoir du patient dans son processus de prise de décision, puis d'être capable comme professionnel de bien cibler avec qui on travaille en ce moment, c'est quoi le rôle que lui veut jouer dans sa décision, dans sa prise de décision, puis respecter aussi le rôle des patients que le patient veut prendre dans son processus de prise de décision. Donc, je laisserai la parole aux autres. C'est les 2 points que je voulais amener. Perrine? Oui, donc, un des éléments que j'ai trouvé majeur là, pour progresser, c'était vraiment d'inclure les patients partenaires, justement, ou les patients, ou les citoyens, ou les proches aidants.
dans la formation nous, on le fait à la faculté de médecine. Puis ça, c'est vraiment des séances qui ont énormément de sens parce qu'on peut enseigner tout ce qu'on veut, on peut faire lire des textes, ça n'a pas du tout le même impact que de mettre au contact d'un patient qui vient refléter qu'est-ce que ça a été pour lui d'entendre des propos qui ont complètement bouleversé sa vie, qui l'ont transformé, qui l'ont soit cassé son espoir, ou qui l'ont... Puis le médecin ne s'en rend même pas compte au moment où il le prononce. C'est ce reflet-là qui fait prendre conscience, et d'être partenaire, de le commencer très tôt à la faculté de médecine, de dire, on est partenaire, on va travailler ensemble, on n'a pas tous la solution, mais on va avancer ensemble, puis ça fait la grosse différence. Donc, on arrive à le faire à la faculté de médecine. C'est un enjeu de le faire en formation professionnelle continue. Je pense que c'est important de s'appuyer sur le fait que le Collège des médecins a maintenant imposé une formation médicale continue pour tous les médecins. Puis, donc, il y a une opportunité à saisir dans nous, à la FMSQ pour les spécialistes, mais d'autres, c'est qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour la formation médicale continue et on peut se l'approprier pour diffuser ce message-là. Et c'est important de faire des formations qui soient pas justement que cognitives, c'est vraiment d'aller expérimenter ce qu'on avait fait. C'est des ateliers où les médecins font des jeux de rôle, ils se trouvent dans la situation du patient pour bien comprendre qu'est-ce que ça implique en fait, pour qu'on le vive en fait. Et ce serait vraiment idéal d'amener les patients partenaires à justement contribuer de plus en plus à la formation médicale continue pour les professionnels en fait. Merci, Perrine. Puis Laurence, je vais vous donner la parole dans 2 secondes, mais tu sais, je suis en train de là, juste regarder très rapidement le chat, puis il y a un commentaire de Michel Morin qui dit « Rêvons, patient partenaire, coach, formateur à l'accueil et l'intégration des recrues dans nos CCCIUS, ajout au tronc commun. » Donc, en tout cas, il y a des gens qui s'intéressent à ce que vous dites, Perrine. Vas-y, Laurence. Moi, si je peux faire du pouce aussi là-dessus, moi, je n'ai pas fait de revue de la littérature là-dessus, je suis juste en contact avec les infirmières et puis elles, ce qu'elles me disent, c'est qu'on a besoin de temps pour réfléchir sur nos pratiques, pour évaluer nos pratiques, pour développer des outils, pour réfléchir à de nouvelles façons de faire. Et puis ça, ce temps-là, dans beaucoup de milieux, pas dans tous, bien sûr, il y a des milieux où ils sont choyés, puis ils ont vraiment des espaces de réflexion, des fonds pour les aider, pour faire des revues de la littérature, mettre à jour leurs outils, harmoniser leurs pratiques et les recommandations qu'ils font aux patients, mais pas partout. Et donc ça, c'est très frustrant parce que plus on les forme, plus ils sont motivés. Mais après, plus on les forme aussi, il y a un effet de découragement du fait des barrières qu'elles rencontrent. Et puis, quand on parle d'avoir un suivi continu de l'expérience de patients, qu'elles puissent réfléchir avec des patients sur comment améliorer les pratiques, tout simplement avoir accès, le contact avec véritablement l'expérience des familles, ce qui a été vécu, mais cet espace-là de réflexion, d'analyse des pratiques, de développement, au-delà même de la prise de décision partagée. Je veux dire, il y a beaucoup de milieux où ça, c'est vraiment et particulièrement pour les infirmières, où c'est vraiment un défi très, très important. Donc ça, c'était un des éléments. Puis effectivement, pour la formation, ça, c'est juste une petite note. Nous, tout est fait avec des simulations, des mises en situation, et puis encore recommencer, puis aller toujours vers des situations présentant plus de complexité, puis des situations où la personne, ou le clinicien ou la clinicienne est plus dérangée ou mis mal à l'aise. Puis vraiment, les simulations, c'est les meilleures pistes dans la formation, en tout cas de mon expérience. Merci, Laurence. Puis, je pense que Marie-Ève, tu voulais intervenir. Puis peut-être Julie pourrait peut-être clore un peu avec vos commentaires. Vas-y, Marie-Ève. Oui, je voudrais nous sensibiliser aussi qu'on l'a vécu dans des projets là, dans les dernières années où on forme les cliniciens aux approches de soins optimales, dont la prise de décision partagée. Puis les cliniciens en milieu primaire, souvent, sont surpris de voir des patients formateurs. Donc, peut-être, tu sais, dans le curriculum pour les étudiants, c'est plus commun de recevoir des patients en milieu clinique, puis qu'ils apprennent d'eux, mais en milieu de soins, que des patients viennent former les cliniciens qui sont en milieu de travail, ce n'est pas encore une culture, c'est pas encore, et ils se sentent des fois heurtés. Et c'est des choses qu'on a vécues réellement dans des projets là, dans les dernières années. Donc, il y a un changement de culture dans les établissements de santé pour augmenter la visibilité et le plus-value du patient coach. Puis, comment ce patient-là n'est pas une menace, comment cette personne-là, qui est un coach patient, n'est pas une menace, mais est vraiment là pour soutenir l'approche centrée sur le patient en milieu de soins. Donc, c'est une piste de travail future, mais il faut réfléchir à cette avenue-là aussi, puis aux différences de culture entre les établissements universitaires et les milieux, réellement dans les milieux de soins. Julie, avez-vous des commentaires ou des réactions à ce qui a été dit avant vous?
Oui, ben, je peux peut-être juste réagir aux patients partenaires. Je pense que de plus en plus, on inclut ça. Puis effectivement, c'est des nouveautés, là. Moi, je pense dans notre milieu, les patients partenaires commencent à prendre la place. On va développer une formation à Rimouski, puis on s'attend à ce on veut en faire en sorte que les patients partenaires fassent partie justement de l'enseignement à nos futurs médecins. Donc ça, je pense que c'est essentiel. Puis l'autre chose, moi, que je rajouterais, on parle beaucoup de temps, mais je pense que la collaboration interprofessionnelle, pour moi, doit être au cœur de la prise de décision partagée. Puis justement, ben, si le médecin n'a pas de temps, ben, mais qu'il travaille en collaboration avec une infirmière clinicienne, avec son travailleur social, et que tout ce monde-là travaille au bien-être du patient puis aide le patient à cheminer. Fait que moi, je pense que la collaboration interprofessionnelle entre tous, c'est aussi une stratégie gagnante là, pour partager de plus en plus la décision partagée. Voilà. Excellent, c'est super intéressant. Dans le fond, on tire vers la fin de notre présentation. Ce que j'aimerais vous faire, c'est juste vous donner un peu la mot de fin, chaque personne. Donc, vous allez avoir comme 30 secondes, 1 minute pour partager un peu votre dernière réflexion par rapport à la prise partagée. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retenaient un peu de votre expérience, puis quel message vous voulez poser? Donc, peut-être que je commencerai par vous, Joanne. Juste, quel dernier message vous voulez passer à notre auditoire aujourd'hui? Bien, écoutez, je pense, la première chose que je voudrais dire, c'est un immense merci à vous tous d'avoir organisé ces 2 journées-là, devrais-je dire, parce que en tout cas, moi, ça me permet comme médecin d'écouter ce que tous les gens commentent. Et puis, le message que je voudrais que les gens retiennent, c'est que je pense vraiment qu'on est dans une ère où toutes les possibilités sont là pour qu'on puisse vraiment mettre sur pied une plus grande facilité à la décision partagée. Je pense qu'on a la chance d'avoir des patients partenaires qui sont prêts à aider, puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait travailler de plus en plus. Et je voudrais qu'on retienne aussi le fait que ce n'est pas juste comment dirais-je, ce n'est pas juste aux patients et aux médecins et aux infirmières à faire de la décision partagée. Je pense que ça demeure quand même pour moi une responsabilité de société. Merci beaucoup, Joanne, puis merci beaucoup de votre participation à notre séance. Julie? Je vous remercie aussi de m'avoir invité. J'ai beaucoup apprécié les 2 séances. J'étais là hier soir et ce matin. Ça m'a permis à moi de découvrir beaucoup les patients partenaires. Je ne suis pas quelqu'un qui avait beaucoup collaboré avec des patients partenaires. Donc, de voir ça, ça me stimule à continuer puis à développer davantage là, la relation avec des patients partenaires. Et moi, ce que je dirais en conclusion, je pense qu'on y va petit pas à petit pas. Je veux dire, il y a quelques années, on n'en parlait à peu près pas de décision partagée. Et là, je vous dirais, on en parle régulièrement à nos étudiants, dans nos milieux de soins, on a des outils. Donc, je pense qu'on progresse petit pas à petit pas et on s'en va dans la bonne direction. Moi, je dirais qu'il faut continuer tous les efforts qu'on fait présentement. Merci beaucoup, Julie. Marie-Ève. Oui, merci. Moi, j'aurais le goût de vous dire de ne pas hésiter à innover en termes de partenariat patient, en termes d'engagement, en termes de formation des professionnels. Puis c'est souvent les méthodes les plus inusitées ou innovantes pour lesquelles les cliniciens vont adhérer et vont adopter. Donc, sortons des sentiers battus. Ça serait le mot que je vous dirais. Merci beaucoup, Marie-Ève. Laurence? Oui, moi, ce qui me vient, ça serait vraiment créer les conditions, parce qu'il y a un effet générationnel hein, dans cette approche-là. Puis la nouvelle génération, elle est très motivée, elle est prête, soit les infirmières, puis là, ce que j'entends des autres personnes, c'est que c'est la même chose en médecine. Donc là, on a ils sont prêts, mais dans ce cas-là, il faut créer les conditions, faciliter, soit pas seulement que des champions, mais remettre ça dans la routine systématisée, justement, c'est l'intégration de patients partenaires, faciliter ça, créer des espaces pour réfléchir aux pratiques et pour donner la place à cette créativité-là dont tout le monde a besoin finalement et qui bénéficiera à tout le monde. Donc, c'est vraiment créer les conditions, puis ça serait ça le mot, et pas mettre toute la responsabilité non plus sur le clinicien lui-même, mais vraiment créer les conditions. Excellent. Merci beaucoup, Laurence. Perrine?
Oui, je dirais aussi, effectivement, surfons là sur la vague des jeunes qui arrivent et qui sont super motivés pour défendre l'autonomie des patients. Puis aidons-les, embarquons-les dans nos équipes. Là, ça va être des éléments très puissants de changement, en fait, des moteurs de changement dans leur milieu. Et soyons des ambassadeurs. Je trouve qu'une journée comme ça, c'est vraiment super. Tous les participants peuvent être des ambassadeurs de ça auprès de. Vous pouvez parler avec vos proches, vous pouvez parler avec vos amis, parler avec votre médecin quand vous le rencontrez. C'est ça aussi, c'est le fait de faire rayonner. On voit bien que France Légaré a vraiment convaincu plein de monde par sa personnalité, mais on peut tous jouer ce rôle-là autour de nous, puis faisons-le, puis ça va diffuser. Je pense qu'on est dans le bon mouvement. Excellent. Bien, merci beaucoup, Perrine. Merci beaucoup à vous tous. Dans le fond, moi, je trouve qu'on était vraiment choyés d'avoir 5 invités exceptionnels avec nous et très complémentaires à ce qu'on avait vu précédemment dans la conférence. Dans le fond, des expertises différentes qu'on a pu mobiliser pour nous aider à comprendre tous les différents enjeux qui sont en lien avec la prévision partagée. Donc, je pense qu'à ce moment-ci, c'est le moment de dire merci puis à la prochaine. Je pense que j'inviterai Virginie à se joindre à nous pour nous aider à faire, je pense qu'on est rendu à la mot de la fin pour la journée. Exactement. Merci beaucoup, Mathieu, et merci à tes invités pour cet échange enrichissant. Je ne sais pas si ma caméra n'est pas bloquée ou OK. Donc, nous aurions pu poursuivre la discussion davantage. On s'excuse, on a un peu manqué le temps pour prendre les questions du public. Le moment partagé avec vous tire maintenant à sa fin dans le cadre des Journées Vitam. J'invite maintenant la docteure France Légaré, titulaire de la Chaire de recherche du Canada, sa décision partagée, le transfert des connaissances à Vitam et médecins de famille, à prononcer le mot de la fin. Merci beaucoup. Oui, bonjour. En fait, je le partage avec vous tous parce que pendant que vous parliez, j'avais un texte, puis là, je l'ai tout raturé pour tout enlever parce que vous avez tout dit. Alors, écoutez, toute l'équipe qui a préparé ces journées-là dans une période quand même exceptionnelle de notre société, je suis convaincue, là, se joignent à moi pour vous dire merci infiniment à tout le monde qui a accepté, premièrement, de venir comme participante, puis aussi nos conférencières. Vraiment, là, je pense qu'on n'aurait pas pu avoir quelque chose de plus grande valeur. C'est ça. Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est peut-être, c'est moi. OK. Donc, c'est juste, je ne voulais pas vous briser les oreilles. Donc, je vais en profiter pour, premièrement, remercier la direction de Vitam, Dr. Jean-Pierre Després. C'est ça, c'est que je n'ai pas le contrôle, désolée. Donc, remercier Dr. Després, puis le plié qui est Anne Chamberlain pour nous avoir fait confiance, puis nous avoir accompagnés dans cette réflexion-là, parce que je crois que tout le monde est conscient que le Centre de recherche Vitam est profondément et très sincèrement engagé dans la démarche de mettre le citoyen, la citoyenne, les usagers, les usagères à l'avant et de travailler en collaboration avec eux pour s'assurer que la recherche, les retombées de la recherche seront pertinentes. Et comme vous avez dit, ça va changer quoi dans ma vie, moi, qui vis une condition de santé? Donc, je veux les remercier infiniment. Je veux remercier tous les membres du comité. On avait des diapos avec les noms. C'était des grands comités. Il y avait beaucoup de monde. Je peux vous dire qu'il y a eu énormément de travail, autant sur le plan scientifique que sur le plan, comme vous avez vu, d'évaluation d'affiches ou de communication des étudiants, et aussi au niveau technique, puisque cette année, c'était bien la seule façon qu'on pouvait être ensemble. Donc, ça ne sera pas tellement plus long que ça, mes remerciements, mais il y en a peut-être 2 que j'ai conservés parce que souvent, on a des gens comme ça dans nos organisations qui sont très dévoués, mais qu'on ne met pas souvent ou assez souvent à l'avant. Donc, je veux remercier Karine Plourde dans notre équipe à la chaire, ainsi que Virginie qui vient d'arriver, parce que comme vous avez vu, c'est des dynamos, c'est des gens qui n'ont pas compté leurs heures pour mettre la main à la pâte et puis
nous aider tout le monde à être organisés, coordonnés, puis réunis hier soir puis ce matin. Donc, merci infiniment, Virginie, merci Karine, merci Julie Lévesque, merci là, tous ceux et celles qui ont porté ce projet-là de journée scientifique en plein COVID, virtuel, alors qu'on voulait être avec vous de tout cœur. Merci infiniment. Bon dîner. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Excuse-moi, France. On invite les gens à voter pour, pas aller voter, mais à remplir l'évaluation de l'événement aujourd'hui, là, parce que je voyais que les diapos, ils ne suivaient pas vraiment ton discours. Là. Donc, à l'écran, on va vous afficher un lien pour voter pour l'événement. On vous invite à le faire. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer tous ensemble pour produire des événements scientifiques à la hauteur de vos attentes. C'est ça. Puis, ce n'est pas la faute de personne ici si ça n'a pas suivi, c'est que je n'ai pas suivi mon texte parce qu'à mesure que tout le monde parlait tantôt, j'enlevais tout ce qu'il était en train de dire. Je ne voulais pas me répéter ou les répéter. Donc voilà ce qui s'est passé. Fait que merci infiniment tout le monde. Puis, garde Virginie, je te laisse le mot de la fin parce que tu as été une personne vraiment formidable. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Le lien est présentement dans la discussion instantanée. Donc, je vous invite à aller remplir. Vous avez sur le site de l'inscription toutes les informations nécessaires pour récolter vos heures de formation continue si cela est nécessaire.